Bonjour à tous. Alors, c'est intéressant de passer juste après un avocat, puisque moi-même, je suis une jurisprudence dans ce domaine-là. C'est la jurisprudence Tati contre Quitte-toi. J'étais poursuivi pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Et c'est intéressant de voir que finalement, la loi, c'est flottant. C'est pas aussi précis que ce qu'on pourrait bien imaginer. Pourquoi? Parce que moi, en première instance, j'ai été condamné. Alors pas grand-chose, une amende avec sursis. Et le parquet, pas moi, le parquet a fait appel de la décision en demandant ma relaxe, comme il l'avait demandé en première instance. Ouais. Et en deuxième instance, j'ai été relaxé. Le parquet, à l'époque, la personne qui était au parquet, ne voulait pas d'une jurisprudence qui permettrait de poursuivre monsieur et madame Michu parce qu'ils sont arrivés par hasard dans un répertoire d'un site web avec leur navigateur et ont eu accès à des données auxquelles ils n'auraient pas dû avoir accès, simplement parce que dans la tête de l'administrateur ou du webmaster, ces données-là n'étaient pas accessibles, alors que dans les faits, elles l'étaient. On sait tous que peut mettre des droits sur un fichier pour qu'elle soit accessible ou pas. Quasiment une vingtaine d'années après, ou une quinzaine d'années après, le cofondateur de Reflet a été poursuivi pour exactement les mêmes motifs, et lui a été relaxé en première instance et condamné en appel. Donc comme quoi c'est très mouvant. Et alors, pour aller dans le sens de ce qui était dit, nous étions tous les deux dans une démarche entre guillemets éthique, au sens de prévenir ceux qui sont chez qui il y a ces failles, et pour autant, il a été condamné. Donc ma jurisprudence a été renversée par le cofondateur de Reflet quelques années après. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de complètement différent. C'est le thème de la journée, c'est l'éthique, et je pense que pour plein de gens, c'était un petit peu abordé aussi dans l'intervention précédente, il y a plein de gens dans le domaine de l'informatique ou de la sécurité informatique, en règle générale, qui ont une connaissance aléatoire du droit. Pourquoi? Parce que c'est pas leur domaine et que le droit, c'est vraiment un domaine en soi et qu'on ne peut pas s'improviser juriste. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider à ne pas passer par la case justice et, pire, peut-être, la case prison. C'est quoi? C'est justement votre éthique personnelle qui, normalement, devrait vous amener à ne pas enfreindre la loi. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si en codant une application, en codant quelque chose, on peut à un moment ou à un autre se retrouver devant un tribunal. Pourquoi? Parce que, alors je vais dire nous, je ne me considère absolument pas comme un informaticien, je ne code pas, je ne sais pas coder, mais je vais globaliser. Donc pourquoi? Parce que nous, on va nous demander dans un boulot qu'on va avoir de faire du code. Parfois peut-être un petit bout de code. On n'a pas du tout de vision globale de ce que l'on va faire. Et l'employeur va nous dire mais enfin c'est ton contrat, il faut le faire, etc. Donc mettre une pression, ou éventuellement on va nous inciter. Alors il y a plein de choses qui peuvent marcher, le challenge technique, on verra après, l'argent, le patriotisme. Le patriotisme, ça marche très bien, et il y a toujours une bonne excuse. Simplement, cette excuse-là, effectivement, ça aussi c'était abordé dans l'intervention précédente, peut-être que cette excuse-là ne tiendra pas devant des enquêteurs ou devant un tribunal. Donc pour moi, la seule chose qui peut vous faire une barrière entre vous et les problèmes éventuels plus tard, c'est votre forte éthique personnelle. Et encore, on verra à la fin que c'est peut-être pas suffisant ou que ça peut poser souci. Alors, pourquoi? Parce que dans notre domaine, dans le vôtre, on a un petit peu, même si on ne se le dit pas, il y a une forme de truc inconscient qui est une forme d'un peu de toute puissance. Pourquoi? C'est vraiment pas dit avec une connotation négative. Quand on fabrique une application, elle est souvent puissante, elle peut faire un certain nombre de choses, il y a une force dans ce code. Et puis, il y a la puissance, ça c'est un concept que je développe depuis longtemps, bon, c'est la puissance des gens qui sont routes. Si vous réfléchissez dans une très grande entreprise,
le grand patron très visible du CAC 40 qu'on voit sur BFM, etc. Il est tout puissant, il gagne des milliers d'euros par mois, etc. Mais finalement, il est tout à fait remplaçable. C'est-à-dire que demain, il y en a un autre qui prend sa place, voilà, il s'en va, c'est pas grave. En revanche, le gars qui est route sur toutes les machines de l'entreprise et qui peut du jour au lendemain tout bloquer et s'en aller parce qu'il pète un câble et qu'il a décidé de tout ravager, lui, il est vraiment, vraiment très puissant. On est de plus en plus dépendant à l'informatique. On l'a vu avec l'histoire de l'Ukraine récemment. On nous a reparlé de cyberguerre, concept complètement fumeux. On a des grandes peurs comme ça avec l'informatique. L'informatique serait très puissante, elle pourrait déclencher des guerres, des actes de terrorisme, etc. Et du coup, c'est nous les plus forts, et on va avoir ce sentiment un petit peu de toute puissance. Mais il ne faut pas perdre de vue que, comme le reste du monde aujourd'hui, tout est totalement interdépendant. Et on ne peut pas s'extraire du monde dans lequel on est en se disant oui, bon, moi, de toute façon, je fais de l'informatique, je fais des trucs balèzes, etc. C'est important, blabla, etc. Et il n'y a aucune considération à prendre en compte pour le reste. Pourquoi? Parce que si la justice vient vous chercher, toutes vos excuses du type oui, mais code is law, etc. Et on m'a demandé de le faire, etc. Ça va pas marcher. Alors c'est mon métier, hein, d'être journaliste, ça va choquer 2-3 personnes dans la salle, mais c'est mon métier d'aller chercher des dossiers d'instruction en cours. Et donc, quand je vais vous parler après de certaines choses, c'est des choses que j'ai lues dans les dossiers, c'est-à-dire des gens qui étaient, on va dire, simples développeurs dans une entreprise qui avait aucune. Je veux dire, les décisions qui ont été prises, c'était pas les leurs. Eux, ils ont simplement codé l'application qu'on leur a demandé de coder. Quand ils se sont retrouvés devant les enquêteurs et devant les juges, l'histoire est un peu différente. Hein. Ils rigolent beaucoup moins. Et leurs excuses ne tiennent absolument pas la route. En plus, on pourrait demander à Eric Fraissinet, mais les enquêteurs ont des méthodes d'interrogatoire. C'est-à-dire que vous arrivez un peu candide, on vous pose une question, puis une autre, ça va tout doucement, et puis au bout d'un moment, vous êtes arrivé à un moment où vous allez vous contredire. Et là, on va vous dire, mais attendez, vous nous avez dit que, et vous êtes fichu. Donc, tout de même, il faut garder en tête que ce que l'on fait, c'est pas, quand on code des applications, c'est pas toujours complètement innocent. Les journalistes, on est bien placé pour le savoir. Le crayon peut devenir rapidement une arme. On peut faire et défaire des réputations avec des articles. Vous le voyez bien avec les enquêtes de Mediapart, du Canard enchaîné, etc. Il y a des gens qui finissent comme Monsieur Fillon devant un tribunal parce qu'un journaliste a fait une enquête et se retrouve condamné à 1 an de prison ferme, 4 ans avec sursis. Et le fait que votre code peut devenir une arme aussi, et il y a un truc qui a été pas mal évoqué dans un des sujets que je vais aborder après, qui est Amesis. Les gens disaient, mais moi je faisais un bout de l'application, je n'avais pas de vision globale du projet. Éthiquement, moi je ne pense pas que ce soit une excuse qui tienne la route, et en vrai, juridiquement, pareil, ça ne tiendra pas la route non plus. Alors, le crayon comme une arme, ok, si vous codez un bout de démineur, hein, c'est sûrement pas très grave. Quand vous commencez à faire des choses comme l'histoire d'Amesis, où vous faites des gros projets de DPI pour intercepter le contenu qui circule sur les câbles et le classifier, là, ça devient un petit peu plus touchy. Pegasus, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, des chevaux de Troie qui vont permettre de prendre la main sur un ordinateur ou sur un téléphone. On voit bien, une fois que ces affaires sont révélées, que les personnes visées par ces outils, c'est pas uniquement des délinquants, c'est beaucoup des opposants politiques, des défenseurs des libertés individuelles, des journalistes, etc. Donc là, en revanche, en termes d'éthique, il y a zéro éthique.
Le développement de 0D, c'est quelque chose qui est très attirant pour les développeurs, enfin pour les chercheurs en sécurité informatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça se vend très cher chez Zerodium. On a beaucoup parlé d'une 0D sur iOS qui se vendait 1,5 million de dollars. Évidemment, si vous faites 3 0D comme ça par an, vous pouvez partir en vacances aux Seychelles, il n'y a pas de souci, c'est assez tentant. Après, qu'est-ce qui est fait de cette 0D? Elle va aller s'intégrer dans Pegasus pour pouvoir justement faire une faille zéro-clic qui va marcher sur WhatsApp. Donc attention. Alors je parle du précédent VuPen dans ma slide. Pourquoi? Parce que Zerodium, c'est une ressucée de VuPen. Tout le monde connaît VuPen ou il y a des gens qui ne connaissent pas? Tout le monde connaît? Bon, non. VuPen, c'est une société qui fabriquait des vecteurs d'attaque. Un de ses plus gros clients était la DGSI. Pourquoi? Parce que vous alliez les voir et vous leur disiez, voilà, j'ai un client que je veux hacker et je sais qu'il a tel type de téléphone ou tel navigateur, etc. Fabriquez-moi une arme sur mesure pour pouvoir le pirater. VuPen, le patron de VuPen a voulu vendre sa société. Malgré tous les efforts des services variés français pour le garder en France, personne n'a voulu racheter sa boîte. Peut-être que les grands patrons d'entreprises qui ont été approchés ont eu des considérations éthiques qui ont fait qu'ils n'ont pas voulu investir là-dedans. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, à la fin, il est parti, il s'est expatrié dans un endroit où les arrangements de Wassenaar sont inconnus, et il a fondé Zerodium, qui est une place de marché pour les vulnérabilités. Je vais me mettre excusez-moi, je vais mettre ça pour voir où j'en suis. Alors, dans les outils de compréhension sur comment on en arrive à faire des outils comme celui dont je vais vous parler après, enfin ou ceux dont je vais vous parler après, en étant développeur, il y a toujours un espèce de point de levier, quelque chose qui permet de faire quelque chose à quelqu'un. Au début, je pense que la plupart des gens, il peut y avoir des gens qui sont complètement inconscients au sens de ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font et des répercussions de ce qu'ils font, soit parce qu'ils sont jeunes, ils sortent de l'école, etc. C'est possible, mais je pense que souvent il faut un tout petit peu les pousser pour qu'ils se mettent à développer ce genre d'outils, parce qu'on comprend très très vite à quoi ça va servir normalement. Quand vous parlez avec des gens du monde du renseignement, ils vous expliquent que leur rôle, puisqu'ils font des choses qui sont un tout petit peu de l'autre côté de la limite du légal. C'est pour ça qu'on fait un service de renseignement, sinon on a les services de police pour faire ce qu'on veut faire. Ils utilisent des leviers pour faire des choses à des gens, des choses que ces gens-là n'auraient pas fait. Alors, ces leviers, ils sont vieux comme Hérode, c'est le sexe, l'argent, l'ego, compromat, éventuellement le patriotisme, la rancune. On va toujours trouver un petit levier pour lui faire quelque chose. Alors comment est-ce qu'on en vient à développer un outil d'interception massif? Vous avez tous entendu parler de Snowden. Pour ceux qui sont un petit peu jeunes là dans la salle, je vais juste rappeler que le DPI, le Deep Packet Inspection, qui permet de faire ces interceptions massives, c'est une invention française dans une université française. Donc on exporte du vin, des fromages, les droits de l'homme et des outils d'interception de ce genre. Comment est-ce qu'on en vient à travailler sur ce genre d'outils? Il y a des gens, c'est l'appât du gain sur les salaires, parce que c'est bien payé, parce que c'est des choses très pointues, l'analyse de protocoles, bon, enfin voilà. La France du général de Gaulle, parce que pour la France, monsieur, c'est important, etc. Et c'est pas complètement neutre, hein, tout ce qui s'est passé. Si vous regardez, il y a eu une analyse d'un think tank américain très lié au monde du renseignement américain, qui a pondu un rapport pour dire que, mais officiellement,
pour dire que la Grande-Bretagne devrait sortir du groupe des Five Eyes, les groupes de 5 pays avec lesquels les États-Unis partagent le plus d'informations, et qu'on devrait faire entrer la France à la place. Donc on a bien travaillé, puisqu'on s'est placé comme un interlocuteur important sur la place de marché internationale du renseignement, notamment parce qu'on est très présent en Afrique et que c'est un terrain qui a pris beaucoup d'importance avec le terrorisme ces dernières années. Donc la France du général de Gaulle, ou le challenge technique, il y en a beaucoup qui dans les interrogatoires devant les juges, disent qu'effectivement, il y avait un vrai challenge technique à prendre un flux qui circule sur Internet et pouvoir le classifier, dire ça c'est du MSN, ça c'est du Messenger, ça c'est du chat, je sais pas quoi, enfin bon voilà. Ou l'autre question que moi je me pose, c'est peut-être que l'éthique, c'est peut-être un sujet qui est très peu abordé, je ne sais pas, pendant les études. Est-ce que des profs viennent parler aux gens en leur disant attention, vous allez travailler sur un sujet qui peut avoir des implications autres que simplement justement faire un jeu des mineurs, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être, parce que c'est là où on va en venir, il y a des gens qui vont être torturés sur la base des outils que vous aurez créés, sur la base de ce qu'auront produit les outils que vous allez créer. Alors évidemment, on peut dire, quand on se retrouve devant le juge, c'est pas ma faute, les produits sont à double usage. Alors évidemment, si vous avez TCP dump, machin, etc., on peut l'utiliser pour faire juste de l'analyse réseau. Le DPI, au début, on nous a vanté ses capacités chez des opérateurs à faire une espèce de balancing pour dire, bah voilà, si jamais les utilisateurs téléchargent trop ou font trop de vidéos, on va réguler les flux pour que le reste du flux puisse passer et que ce soit pas bouffé par... Mais c'est double usage, effectivement. Backorifice, je vous l'ai mis, alors ça c'est pour les plus vieux, hein, c'était un outil du Cult of the Dead Co. Ils avaient sorti cet outil, et quand on leur a dit mais attendez, c'est un cheval de Troie, ils ont dit non, c'est un outil d'administration à distance comme celui de Microsoft, sauf que nous on le vend pas, on le distribue gratuitement. Voilà, c'est double usage, hein, évidemment. Le double usage, c'est la théorie du couteau, enfin ou de l'arme en fait. Un pistolet en soi ou un couteau, c'est pas dangereux tant qu'on s'en sert pas pour tuer quelqu'un. Bon, évidemment. Le problème, c'est qui se sert de ça pour faire des choses qui vont mal finir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît pas Amesis ? Ok, bon, alors donc je fais un petit résumé très très court de ce que c'est. C'est une société française qui va produire un outil qui permet d'intercepter, grosso modo, je schématise, hein, tout le trafic Internet d'un pays. En l'occurrence, on l'a vendu le premier client d'Amesis. Évidemment, Amesis, c'est comme une SS2I. Hein. Les SS2I, vous leur dites, est-ce que vous savez faire ça ? Oui, bien sûr. Même s'ils ne savent pas le faire, ils vont dire oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé, ils n'avaient jamais fait ça. Les autorités libyennes, ils sont mis en contact avec eux. Alors ça, si vous voyez un peu comment ça fonctionne, c'est pas cette société, elle n'a pas rencontré par hasard les lieutenants du colonel Kadhafi. C'est le gouvernement français qui les met en relation et Takedine. Et les Libyens demandent si, en plus de ce qu'ils avaient à vendre au départ, est-ce qu'ils savent faire un outil qui permet d'intercepter tout le trafic du pays. Oui, bien sûr, on sait le faire, ils ne savent pas, mais ils le font quand même avec l'argent du contrat. Ils développent ce produit qu'ils vont après vendre à tout plein de pays qui, vous verrez, ont un point commun. Et évidemment, alors, fast forward, alors, donc reflet.info, le journal que j'ai co-créé, dévoile cette affaire. Ça finit dans le Wall Street Journal parce que la journaliste du Wall Street Journal, sur place, une fois que Tripoli est tombé, visite un centre qu'elle pensait être un centre de torture ou d'incarcération des services de renseignement.
Et en fait, à l'intérieur, ça a été reformaté pour être un de ces centres d'interception mis en place par Amesis à Tripoli. Et donc, elle voit les logos de l'entreprise, etc. Donc, ça finit dans le Wall Street Journal. Et évidemment, ça devient une affaire internationale. Il y a une enquête qui est ouverte, puisque des ONG ont porté plainte, et une enquête qui est ouverte devant le pôle crime de guerre, crime contre l'humanité à Paris. Vous voyez déjà le terme est peu engageant pour les gens qui sont impliqués dans cette histoire-là, parce que c'est pas juste vous avez fait une connerie, c'est vous avez participé à quelque chose de grave, et donc ce qui est poursuivi, c'est une possibilité de complicité, de torture. Pourquoi? Parce que les ONG en question sont allés chercher en Libye et les ont amenés pour témoigner devant les juges des Libyens qui ont été torturés. Et au bout de 3-4 jours de torture, les gars leur ont dit « mais de toute façon, on s'en fout de vos logins et passwords puisqu'on les a déjà regardés ». Et effectivement, sur les papiers avec le logo de la société française Amesis, il y avait leur conversation sur Facebook qui avait été interceptée, etc. Donc vous voyez que pour des gens qui ont souvent sur une histoire de challenge ou de salaire intéressant ou d'espèce d'émulation au sens où on travaille avec l'accord du gouvernement français, des services de renseignement, etc. On est dans une histoire un peu voilà. Eh bien, ils se retrouvent un peu plus tard, tous les développeurs. Je vais vous raconter ça après. Ils se retrouvent tous devant des enquêteurs, devant un juge. Ah, alors ça c'est embêtant parce que je peux pas il n'y a pas le son et je vais essayer de mettre le micro sur mes. Hein, ouais. Ok. D'accord. Donc je vais vous passer une interview qui a été faite du directeur commercial d'Amesis une fois que l'affaire a été bien révélée et plus que révélée. Une journaliste est allée l'interviewer et dit bon attendez, sur le manuel de votre programme, enfin de votre application on va dire, il y a des noms de gens dont les données ont été interceptées. Ces gens-là, aujourd'hui, c'était des opposants, et aujourd'hui ils sont ambassadeurs, ministres, etc. Enfin, en gros, vous avez contribué à faire des listes un petit peu touchy. C'est bon? Non? Ouais? On essaye? Non, alors revenons. Il faut aller dans les propriétés de votre carte son pour lui dire D'accord. HD émission. Pas de souci. Ah oui, là, oui, d'accord. Ah non, c'est ouais, ça. Là, le volume. Non. C'est bon. Vous savez, l'informatique et moi, ça fait deux. Voilà. Alors, on va voir si ça marche. Bon, bah, la liste de ces gens-là, enfin des gens qui ont été torturés, effectivement, ils sont venus témoigner devant des juges à Paris, et la société est évidemment aujourd'hui mise en examen. Alors à l'époque, le patron d'Amesis,
J'ai toujours un problème avec le monde de la sécurité informatique. C'est un monde qui, comme le monde judiciaire ou comme le monde journalistique, comme enfin voilà, tous ces secteurs ont du mal à faire le ménage chez eux. Il y a des gens pour qui justement l'éthique est quelque chose de complètement abstrait. Les règles communes de morale et d'éthique leur échappent complètement, et le secteur fait rarement le ménage. En l'occurrence, Philippe Vanier, donc patron d'Amesis, cette histoire est connue, l'enquête est en cours, enfin bon, je veux dire, il n'y a aucun doute. Il est ensuite propulsé par la magie des appuis politiques, patron de Bull, puis quand il revend Bull à Atos, notre commissaire européen, Monsieur Breton, le propulse directeur exécutif Big Data et sécurité et directeur de la technologie d'Atos. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Enfin, voilà. Bon. Et à l'époque, quand vraiment ça commençait à devenir un petit peu trop chaud en termes d'image, Philippe Vanier dit oui, bon, ça concerne une dizaine de personnes, c'est, je sais plus ce qu'il avait sorti, 0,5% du chiffre d'affaires de Bull, c'est pas important du tout, d'ailleurs on le vend, allez, on le vend, ça n'existe plus, au revoir. Donc ces 10, ils travaillaient sur ce système d'interception. Alors, vous avez vu ce que disait le directeur commercial, c'est pour lutter contre le terrorisme, en gros, hein, et puis les pédophiles et ouais. En fait, pas du tout, parce que ça a été vendu, l'interface d'Amesis, c'était Abdallah El-Senoussi, qui déjà à l'époque était condamné en France pour terrorisme, par contumace, pour son rôle dans l'attentat du DC-10 du TA qui a coûté la vie à 570 personnes. Bon. Donc les 10, alors il y a un point commun sur tous les pays à qui ça a été vendu, je sais pas, vous le voyez j'imagine, c'est que ce sont des pays qui sont très fâchés avec les droits de l'homme, donc voilà, en termes d'éthique, ça devrait tout de suite, normalement, faire une alerte rouge. Donc ils ont tous été mis en garde à vue, et ils ont tous eu à peu près le même discours. Alors il y a des éléments de langage qui leur avaient été communiqués parce que la garde à vue était un peu attendue. Donc les éléments de langage étaient tous les mêmes. Bon, en gros, effectivement, ils disent tous qu'ils n'en ont jamais discuté en interne, ça n'a jamais été un souci, un problème quelconque. Ils ne sont pas posés de problème éthique justement, jusqu'à ce qu'il y ait une publication dans la presse. Alors après, on se demande ce qui s'est passé parce qu'il y a eu 15 autres clients plus tard, tous fâchés avec les droits de l'homme, et tout ça a été connu dans la presse. Bon. Et puis l'excuse, c'était le gouvernement français était au courant, les services de renseignement, etc. Et puis il y a la théorie du dealer. Le dealer, il veut dire si c'est pas moi qui vends de la bonne dope, pas trop coupée, ce sera un autre. Donc c'est mieux que vos enfants achètent ma dope à moi plutôt que celle d'un autre. Donc voilà, ça, si c'est pas nous, c'est d'autres boîtes qui vont vendre. Visiblement, les histoires d'éthique, c'est toujours en cours. Chez un des 10 sur son CV sur LinkedIn, je retrouve, donc il met en avant son expérience chez Amesis et le fait d'avoir déployé sur place dans un de ces pays un truc qui permet de faire du géopositioning, etc. Enfin bon, bref, donc c'est pas un problème. Alors il y a d'autres sociétés comme Cosmos qui, elles, fabriquaient les sondes, uniquement les sondes de l'ensemble qui a été déployé par exemple en Libye. Et ce sont elles qui dupliquent le trafic et le classifient en fait. Donc c'est vraiment un point très important en matière d'outils de DPI. Quand les représentants de Cosmos, qui ont également poursuivi pour les mêmes raisons, se sont expliqués devant les juges, comme Amesis d'ailleurs, ils ont dit ça n'a jamais fonctionné. En gros, il y avait des bugs. Donc c'est pas grave en fait. En gros, si ça n'a pas fonctionné, alors peut-être que si on avait laissé assez de temps, si on avait assez tuné le truc, peut-être que ça aurait fonctionné. Donc est-ce que dans ce cas-là, bon, l'excuse tient même pas en fait. Et donc soit leurs produits sont des daubes, et à ce moment-là c'est vendu très cher, c'est plusieurs millions d'euros la solution, pour rien, parce que ça n'a pas marché.
soit ils prennent les juges et les enquêteurs pour des imbéciles, et je pense que, je pourrais confirmer, Eric, c'est pas une bonne démarche, ça risque au contraire de se retourner contre eux. Cosmos et la DGSE, pourquoi je vous en parle? Parce que effectivement, l'excuse qui a été beaucoup présentée, c'était on travaillait en accord avec les services de renseignement. Il y avait des gens de Cosmos qui étaient assignés à des projets, des documents, hein, donc c'est pas des supputations, des gens qui étaient assignés chez Cosmos à un projet avec la DGSE, et qui travaillaient en permanence pour eux. Donc le pays des droits de l'homme vend des outils mortifères à des dictateurs, et tout est bien, sauf l'éthique et la morale. Et puis peut-être après le droit, puisque effectivement l'enquête a été relancée il y a quelques mois et elle avance assez sérieusement quand même. Les dirigeants d'Amesis se sont retrouvés il y a quelques mois en garde à vue. Ils ont dormi dans une cellule pas très propre dans un commissariat de quartier. Ça leur a fait tout drôle. C'est pas du tout leur milieu, quoi, en fait, hein, au départ. Alors, un autre exemple intéressant de trucs à usage dual, finalement. Là, c'est encore plus criant puisque c'est un produit grand public, les proxys, les reverse proxy Blue Coat. Tout le monde a vu ce genre de choses-là. En 2011, Telecomics, Anonymous et Reflet se mettent ensemble pour un projet qui... alors là, je vais tomber dans le côté décrié dans l'intervention précédente. On n'aurait peut-être pas dû faire ça. On récupère les logs des machines Blue Coat qu'on repère en Syrie. Les logs n'étaient pas protégés, donc c'est accessible, on les récupère, plusieurs gigas de logs, et on se rend compte qu'en fait ces proxys, ces reverse proxy de Blue Coat sont utilisés là-bas pour faire la censure du web. En gros, si le site des opposants à bachar-el-Assad.com est demandé par un utilisateur, il a une réponse 404 ou une réponse, un DNS menteur lui dit que ça n'existe pas. Mais aussi, on se rend compte dans les logs, en regardant un peu dans le détail, que c'est utilisé pour des attaques man in the middle. En fait, l'idée, c'est vous tapez https facebook.com pour vous connecter, et ça vous renvoie à la page en HTTP. Donc là, vous rentrez votre login password, et évidemment, c'est intercepté et envoyé directement au service de renseignement qui vont aller arrêter la personne ou qui vont se connecter sur son compte Facebook à sa place. Là encore, les gens qui codent les trucs pour Blue Coat n'imaginent pas une utilisation comme celle-là, enfin je pense, mais ça arrive. Bon, la marque américaine a commencé par démentir, évidemment. C'est pas vrai, il n'y a absolument pas de machine à nous là-bas, d'ailleurs. Et après, ils commencent à donner des détails sur la machine, avec les logs qui étaient envoyés sur un FTP qui n'était pas là, etc. Machin truc. Donc, mais comment ils savent? Parce que nous, on savait où étaient les logs. Effectivement, ça collait. Il y a une enquête du département du commerce aux États-Unis, et ils ont fini par trouver un espèce de distributeur à Dubaï à qui ils ont mis une amende, qui était l'amende maximale, 2,8 millions de dollars. Et ça pose des questions, à mon sens, notamment sur ce que j'appelle la migration fantôme de ces outils, c'est-à-dire qu'on vend à quelqu'un qui lui-même revend à un autre, etc. Et donc des trucs qui, dans un État, entre guillemets, démocratique, ne posent pas de soucis. Une fois qu'ils se retrouvent dans un pays beaucoup moins démocratique, avec beaucoup moins de considération pour les histoires de droits de l'homme, là, ça peut commencer à poser un vrai problème pour des gens en vrai, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont après arrêtés, torturés. Ça peut vraiment poser un souci, et c'est à nous, à la base, les gens qui codent ces outils-là, de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être fait de mon code si ça tombait dans les mains de gens. Et c'est très possible qu'il y ait cette migration fantôme. On pense vendre à quelqu'un qui lui-même va revendre à quelqu'un d'autre, etc. On l'a vu beaucoup avec des trucs en Iran.
Le problème de l'éthique, c'est que quand on en a trop, après, on va avoir du mal à travailler tout simplement, parce que on va se poser trop de questions et on va se dire, si ça se trouve, comme je vous disais il y a 2 secondes, mon code va être utilisé et puis ça va être revendu à quelqu'un d'autre et du coup je ne vais pas le faire, je ne vais pas travailler. Bon, donc on va plus rien pouvoir faire, puisque je dis Blue Coat, on peut imaginer qu'il y a des utilisations très légitimes de ce genre d'outils. L'industrie du jeu, il y a plein de problèmes à prendre en compte. Les Big Four qui font pas mal de choses aussi éthiquement discutables. Les GAFAM, c'est un enfer. Le capitalisme de surveillance et la nation française, pays des droits de l'homme, qui fait encore aujourd'hui beaucoup d'interceptions qu'elle ne devrait pas faire si elle respectait ses propres lois. Alors une note d'optimisme quand même pour finir, après je termine. Tout n'est pas sombre, Philippe Vanier continue toujours de profiter de ses culbutes, il a vendu Amésis à Bull, entre guillemets, en fait il a pris le pouvoir chez Bull, c'est plutôt l'inverse, Bull qui a été vendu à Amésis, et ensuite il a vendu Bull à Atos, donc il a fait de très confortables bénéfices, donc tout va bien pour lui. Stéphane Saliès lui continue de vendre ses outils d'interception sous le nom de Cérébro, à plein de pays sympas comme l'Égypte, qui est par ailleurs un de nos premiers clients en termes de vente d'armes. Aucun des politiques qui ont aidé Vanier à vendre son système à Abdallah Senussi et au colonel Kadhafi n'ont été inquiétés pour cette mise en relation. Donc c'est à l'époque, on va dire, si on parlait un peu à l'américaine, l'administration Sarkozy. Alten, une société, une SS2I, qui a prêté main forte sur pas mal de projets Eagle. Alors, responsabilité n'est pas recherchée, donc tout va bien. Et évidemment, Thierry Breton, qui avait accordé un asile politique, entre guillemets, je dis ça pour rigoler, mais enfin, qui avait placé à un poste très important Philippe Vanier chez Atos. Personne ne se pose de questions non plus. Il voyait qu'il a très bien fini puisqu'il est maintenant commissaire européen et qu'il parle beaucoup de numérique. Il sait de quoi il parle. Blue Coat et Cosmos continuent leur boulot. Et puis en France, alors si vous écoutez le discours officiel, nous on ne fait pas d'interception massive, on pêche au harpon. Alors pour dire restez connectés sur Reflet, parce que je pense que dans les mois qui viennent on aura peut-être des histoires encore à vous raconter. Abonnez-vous. Mais on pêche pas au harpon, on pêche à la dynamite, ou peut-être même parce qu'on est une puissance nucléaire, on pêche avec des bombes atomiques. Voilà, j'ai tenu dans le timing. Merci beaucoup Antoine. Si vous avez des questions. Je pense que cette chaise-là, c'est pas la bonne chaise. Il faudra qu'on dise un mot à l'architecte, mais il y a 2-3 trucs qu'il n'a pas prévus. Bonjour et merci pour cette présentation. Excellente présentation. 2 petites questions. La première, est-ce que les développeurs finaux, entre guillemets, sont condamnés ? Et vraiment les développeurs qui codent. Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que tous les États que tu as cités ne font pas les développements eux-mêmes, finalement ? Pourquoi est-ce que tous les États que tu as cités qui respectent à fond les droits de l'homme ne font pas tous ces développements eux-mêmes, en fait. D'accord. Alors, pour être honnête, alors je ne veux pas trahir le secret de l'instruction ou des choses comme ça, je ne pense pas. Les développeurs finaux ne sont pas poursuivis. On recherche la responsabilité plutôt, et là c'est vraiment un truc très juridique cette fois, on recherche la responsabilité de l'entreprise Amésis ou de l'entreprise Cosmos. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Mais moi, j'exclus pas qu'à l'avenir, un jour, sur une plainte fabriquée, montée autrement, pourquoi ça pourrait peut-être arriver. Donc c'est pour ça que je fais ce message, cette bouteille à la mer, pour dire attention, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et puis après, il y a le côté personnel. Est-ce que je suis OK de vivre avec le fait que des gens sont torturés sur la base des outils que j'ai développés ? C'est un autre souci. Donc non, les développeurs ont été tous placés en garde à vue pour une raison évidente, c'est que le juge est parti
c'est comme, enfin souvent dans un, je vais pas m'avancer, mais dans un réseau de trafic de drogue, par exemple, on va taper à peu près au milieu, et puis on va nettoyer en dessous, et puis on va remonter vers le haut. De la même façon, ils ont pris les développeurs parce que c'était probablement les plus enfin ceux qui allaient le plus être embêtés devant le juge, qui allaient le plus parler, en fait. Ils sont pas rodés à ce genre de choses, c'est pas leur truc habituel, donc c'était plus facile de les impressionner, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils ont tous été placés en garde à vue le même jour, en même temps. Pourquoi les pays ne développent pas ce genre d'outils? Je pense que au départ, ils ont pas. Tout ça est ancien, hein, donc ils ont pas. Au départ, ils ont pas les moyens, en fait, de faire ça. Et puis nous, on est franchement en avance, puisque alors. En tout cas, Cosmos, par exemple, en fait, si vous remontez le fil, le DPI en soi est étudié à l'université Pierre et Marie Curie. L'université crée une spin-off qui est en fait une entreprise qui est Cosmos, qui va exploiter les brevets et reverser une contribution à la fac, en fait, sur ces bénéfices. Et donc Cosmos exploite des brevets liés au DPI, et donc on est en avance à cette époque-là sur ces technologies, et voilà, donc on est bien placé, disons. Et puis après il y a le rapport, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on entre dans l'histoire un peu France-Afrique, où voilà, on a de bonnes relations avec certains États, et on va leur vendre plus facilement. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait où l'entreprise va démarcher comme ça le gouvernement, c'est une mise en relation au niveau des gouvernements. Alors, tu avais brièvement mentionné Snowden. Quelle est la différence entre tout ça et les outils d'espionnage révélés par Snowden et Guantanamo? Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de pédophiles à Guantanamo, et il y a peut-être même des innocents là-bas. Donc en fait, pourquoi est-ce que cette histoire française serait amorale alors que les histoires américaines et anglaises... J'ai pas dit ça. Et je pense tu as parlé de DNS menteurs, la France fait des DNS menteurs pour filtrer Peer-to-Peer, les réseaux de jeux, l'Internet européen qui se prépare au niveau des directives européennes. Enfin, c'est toujours mal quand c'est chez les autres, et puis quand c'est... Non, alors que tu dois savoir que c'est pas du tout ce que je veux dire. Au contraire, puisque moi, mon propos, c'est de dire que tous ces outils-là devraient être totalement interdits. D'ailleurs, leur usage tel qu'il est fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs est illégal. Les services de renseignement ont soufflé aux politiques un terme pour se dédouaner, qui est le terme allégal. Allégal, ça fait tordre de rire les juristes. N'importe quel juriste en première année de droit sait que quelque chose est légal ou illégal, et qu'au milieu, il n'y a rien. Donc on a inventé un terme allégal pour dire bah non, mais si c'est pour la France, pour le pays, pour l'Angleterre, pour les États-Unis, pour lutter contre les terroristes, ou les pédophiles, etc. Évidemment, tous ces outils sont mortifères pour une simple raison, c'est que, mais on peut aller, j'ai normalement une présentation qui dure 1h30 sur ce sujet, hein, c'est l'histoire des zoophiles à tendance teckel-mort. Je vous laisse réfléchir sur le terme. La vie privée est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est la seule chose qui nous différencie des uns des autres. On est fabriqués exactement de la même manière. La seule chose qui nous différencie, c'est notre vie privée. Si notre vie privée s'étale partout, soit sur Internet parce que tout le monde les met sur les réseaux sociaux, soit parce que c'est capté par des États, à ce moment-là, plus rien ne nous différencie. Et c'est un vrai problème, à mon sens. L'abandonner son unicité, c'est un problème. Voilà. Donc non, j'en ai autant pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les pays qui utilisent ces produits-là. Dans le cas de Pegasus, NSO, l'État d'Israël donnait une autorisation d'exportation a priori systématique. Dans le cas de la France, est-ce qu'il y a ce genre de choses, formelles ou informelles? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question concernant votre marque et votre
à mon avis, très saine perspective qui consisterait à interdire ce genre d'outils. Est-ce qu'il y a à votre connaissance des législations des pays qui ont adopté de telles législations? Alors, je ne crois pas, et de toute façon, par principe, on tombe, je viens de vous le dire, en fait, l'usage, on peut le justifier de 1000 façons. Évidemment, pendant les attentats terroristes ces dernières années, ça a sûrement rendu des services un peu, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne suis pas familier des services de renseignement à ce point pour savoir, mais c'est généralement un usage qui va de toute façon devenir foireux. On l'a vu avec Snowden, puisque les enquêtes ont montré que des membres de services de renseignement se servaient de ces outils pour espionner leurs petites copines ou leurs petits copains, etc. Donc, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est la théorie du gâteau au chocolat. Si vous mettez quelqu'un dans une salle enfermé avec un gâteau au chocolat, quelqu'un qui est gourmand, et vous lui dites prenez une petite part, mais pas plus, hein. Je m'en vais, je reviens dans 1 heure. Surtout, n'en prenez pas plus. Mais ça n'a pas marché, il va bouffer tout le gâteau. Donc, si vous donnez des outils comme ça à des gens, le pouvoir politique va s'en saisir, va en user, abuser. Donc, non. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc je ne pense pas qu'il y ait des lois qui soient prévues pour rendre illégal ce genre de choses. Au contraire, ils vont tous essayer de s'en procurer. Sur les autorisations, oui, normalement, il y a une autorisation qui est donnée. Il y a eu des discussions sans fin sur les autorisations qui ont été données ou pas pour la vente à Kadhafi du truc. Bon, j'ai un super long papier où j'ai décortiqué tous les textes. Pour moi, il y a eu un vrai problème sur l'autorisation qui a été donnée. Alors, il y a un petit peu plus subtil que est-ce que l'autorisation a été donnée ou pas donnée, mais oui, normalement, il y a une commission qui donne une autorisation. Alors, Olivier Tesquet, par exemple, de Télérama, pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il a beaucoup creusé ces sujets-là, et souvent, la commission en question dit que ces logiciels ne sont pas concernés, en fait. Mais évidemment, ils le sont. Quand tu as dit qu'il y a des espions qui regardaient le suivi de leur petite copine, il y a des étudiants qui ont rigolé. Je ne citerai pas, et nous sommes heureux d'accueillir les étudiants de l'ESIEA. Coucou la jeunesse, bienvenue ici. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Antoine? Oui. Alors parfois on me demande si je pense que les espions espionnent. Je vous laisse réfléchir. En fait, quand on réfléchit bien, il ne faut pas trop surveiller. Sauf qu'aujourd'hui, mon assurance me demande de surveiller mes salariés. Alors, en tout cas, les usages malveillants qui pourraient être sur mon système. Finalement, on n'arrête pas de me demander de surveiller. Et je vais chercher ces solutions, ces technologies qui vont me permettre de le faire et pour lesquelles il y a même des tampons étatiques pour pouvoir le faire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. Oui, complètement. Mais de toute façon, on est dans un monde pour les gens de mon âge, on a complètement changé de monde entre l'époque où j'avais 15 ans et je pouvais faire n'importe quelle connerie dans la rue sans être vu, un graffiti ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Enfin, voilà, si on réfléchit à l'étendue de la surveillance, qu'elle soit le fait des États ou de sociétés privées, c'est terrible. Enfin, je veux dire, je planche un peu ces temps-ci pour essayer d'expliquer ça aux gens. Quand vous êtes connecté à votre Gmail et que vous allez sur un site de cul et que vous affichez une page, par exemple, femme blonde à forte poitrine, vous renseignez votre fiche chez Google, parce qu'évidemment, c'est la même adresse IP, la même taille d'écran, le même système d'exploitation, etc. Et Google traite des statistiques de visite de YouPorn, machin, Pornhub, etc. C'est Google qui fait les stats. Donc forcément, il voit ce que vous faites. Et c'est fou de voir où on en est arrivé aujourd'hui. Les gens n'ont pas conscience de ça, en fait. Enfin, les gens, ici, oui, mais en dehors de la salle. Si vous allez dans la rue et que vous posez la question aux gens,